Vous connaissez forcément cette chanson, c'est une référence des années 90-2000, et elle réveille toujours en nous ce quelque chose de très particulier, surtout quand on arrive dans la période du mois d'octobre, dans la période d'Halloween où on a envie d'étrange, de bizarre et de sorcière. Du coup, ça nous fait ressortir The Craft, Charmed, et on entend forcément cette chanson qui, il faut le dire, est super cool. Est-ce que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur How Soon Is Now de Love Spit Love? Déjà, présentons nos petits copains de Love Spit Love. Notre histoire commence en 1992 avec la séparation d'un autre groupe, The Psychedelic Fur. Le chanteur alors, Richard Butler, décide de se lancer dans un projet en solo avec son pote, Richard Fortus, qui venait de Pale Divine à ce moment-là, et qui plus tard jouera pour Guns N' Roses, pour Nena, et même pour Rihanna. Ils seront accompagnés à la batterie par Frank Ferrer, qui sera lui aussi batteur pour les Guns, pour Nena, et pour les Pixies, et pour Neil Young aussi. Pour accompagner tout ça, Richard Butler décide de faire revenir son ancien bassiste des Psychedelic Fur, qui en fait est son petit frère, Tim Butler. Le nom du groupe vient d'une performance artistique mise en place par Kelly et Ronnie Cutrone. Ronnie Cutrone qui était un proche de Andy Warhol. Et c'était une performance artistique particulière, car il s'agissait de mettre trois couples de sexualités différentes qui faisaient de la fesse au milieu des gens à New York. Non, je vais pas mettre des images, bande de dégueulasses. C'était une œuvre qui était là pour critiquer le fait que les États-Unis ont été assez particulièrement stricts par rapport à la censure pour l'art et pour la musique. Le groupe enregistrera deux albums, un premier en 1994 qui s'appellera sobrement Love Spit Love, et un deuxième en 1997 qui s'appellera Trisome Eton. Après leur premier album, en fin 95, des gens qui travaillaient sur un petit film sont allés les voir en leur proposant de faire une reprise de la chanson How Soon Is Now des Smiths. Si dans un premier temps, faire une reprise les intéresse pas vraiment, apparemment, ils ont trouvé les arguments pour leur donner finalement envie de la faire, donc je pense qu'il y a eu pas mal de thunes de proposer. The Smiths est un groupe anglais de Manchester qui a été fondé en 1982. Le groupe est composé d'un chanteur, Morrissey, d'un guitariste, Johnny Marr, Andy Rourke à la basse et Mike Joyce à la batterie. Ils sortiront 4 albums de 1982 à 1987, et donc la chanson qui nous intéresse, How Soon Is Now. La chanson How Soon Is Now est une chanson de quasiment 7 minutes qui sera une de leurs plus connues et une des préférées du public. Selon Johnny Marr, cette chanson aura été enregistrée dans une session de 4 jours d'écriture, pendant laquelle ils auront écrit également les titres William It Was Really Nothing et Please 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 Let Me Get What I Want. Et ce, pendant qu'ils étaient complètement défoncés à la weed. Selon le chanteur d'ailleurs, les mecs de Manchester fument jusqu'à ce que de la fumée leur sorte par les oreilles. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve l'image très drôle. À l'origine, Johnny Marr a nommé sa démo Swamp, le marécage, parce qu'il voulait donner un espèce de côté étrange et marécageux à la sonorité. Allez comprendre ça comme vous voulez. Cette chanson fut une de leurs plus difficiles à enregistrer parce que
Et bah parce que ça. Et oui, on pourrait croire que c'est un simple effet de guitare qui a été rajouté voilà, pendant l'enregistrement, mais pas du tout en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enregistré le riff de guitare, et que ensuite ils sont allés dans la salle du studio, là ils ont mis 4 amplis jumeaux Fender, ils ont mis un micro au milieu, et en fait ils étaient obligés de... Ils ont rebalancé du coup le riff à travers ces amplis, mais en gérant la reverb. C'était le guitariste et je crois le chanteur qui gérait directement sur les amplis la reverb pour que ça reste en accord avec l'instru. Et du coup, c'était super galère, parce que dès qu'il faisait la moindre erreur, fallait tout recommencer depuis le début, et le guitariste a dit qu'il avait trouvé que c'était particulièrement interminable et énervant. Mais ils étaient très contents du résultat. Pour les parties de guitare slidées, comme ça, le producteur a proposé de garder juste le délai, la résonance du son, pour donner un côté un peu plus étrange à la sonorité. Les paroles de la chanson traitent de la timidité maladive du chanteur, et à quel point c'est difficile de vivre tous les jours avec cette timidité. Cette citation est tirée d'un roman de George March, Middlemarch, étude de la vie de province. Être né fils d'un ouvrier de Middlemarch est inévitablement héritier de rien en particulier. Bon, je pense que les paroles sont assez explicites en elles-mêmes, le mec est particulièrement timide, une timidité qui en est presque illégale. Ici, Morrissey parle des critiques, mais pas les critiques des autres, les pires critiques qu'ils soient, celles qu'on se fait à soi-même. La timidité nous pousse sans arrêt à nous remettre en question, à douter de soi-même, et à nous faire des critiques extrêmement violentes, ce qui fait qu'on a du mal à se mettre en avant, à essayer d'aller vers l'autre, parce que, vu ce que nous on est capable de se mettre dans la gueule, qu'est-ce que les autres peuvent nous faire ? Il n'est qu'un humain, il a envie d'être aimé comme tout le monde. Et ce n'est pas facile quand on est aussi timide. John Savage, un journaliste anglais, a dit que cette phrase pouvait faire référence au club gay de Manchester, mais on n'a aucune preuve que ça puisse être le cas, donc on ne sait pas vraiment si c'est ça. En tout cas, c'est surtout que cet acte est représenté comme un acte désespéré, c'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas capable d'aller vers les autres, mais il est tellement seul, il est tellement isolé de tout le monde qu'il va aller en club pour essayer de rencontrer du monde, voir des gens, et essayer de vaincre cette timidité pour enfin rencontrer du monde qui puisse l'aimer. Il est parti en club pour rencontrer du monde, mais sa timidité l'a empêché d'aller vers les autres une fois qu'il était au club. Il a déjà fait un effort surhumain en allant au club, et arrivé là-bas, c'était trop difficile de faire encore un effort pour aller voir d'autres gens. Il est donc obligé de rentrer seul, isolé, d'être particulièrement triste par cette solitude, parce que l'homme est un animal social, et il a besoin de connaître du monde, il a besoin de voir des gens, et donc cette solitude le rend particulièrement triste, dépressif, et lui donne envie de mourir. Il est humain, il a besoin d'amour, des bisous et des câlins, il en voudrait tous les jours.
Il n'en peut plus, il se demande quand est-ce qu'il rencontrera quelqu'un qu'il aime pour qui il est, qu'il aime vraiment. Et en fait, il n'a plus aucun espoir de rencontrer quelqu'un comme ça un jour. C'est donc une chanson qui traite de la timidité et du fait de faire face à des critiques extrêmement violentes. Les critiques les plus violentes qui puissent être, en fait, celles qu'on se fait soi-même. Et s'il y a bien une époque, une période où on est particulièrement sensible aux critiques, au regard des autres, c'est bien pendant l'adolescence. Et ce n'est pas par hasard si cette chanson a été choisie pour être dans The Craft. The Craft, ou The Craft Dangereuse Alliance dans notre belle langue, est un film fantastique américain réalisé en 1996 par Andrew Fleming. On y suit 4 adolescentes qui ont créé leur coven de sorcières, Sarah, Nancy, Bonnie et Rochelle. On les suit pendant qu'elles découvrent ce que la sorcellerie peut faire de bien quand on s'y applique, mais aussi ce que la sorcellerie peut faire de moins bien. Bref, vous avez déjà probablement vu le film, et si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, allez le voir. Ce film n'était pas censé être un gros succès, voire il a même failli ne pas exister du tout, parce que à la production on était un peu frileux, mais au final le film fut une sacrée réussite. Avec un budget de 15 millions de dollars, il a ramené 55 millions de dollars juste avec l'exploitation au cinéma. Et surtout, c'est un film qui, au fur et à mesure, a pris un statut culte. Du coup, j'avoue ne pas réussir à résister à l'envie de vous donner quelques fun facts sur ce film. Pendant le tournage, l'actrice de Rochelle, Rachel True, a remarqué un petit truc particulier que le staff aussi a remarqué, c'est qu'une chouette blanche les suivait partout où ils allaient. Peu importe la scène qui était tournée, il y avait une chouette blanche qui les suivait. Alors à la base, Rachel s'est dit que comme elle venait pas de Californie, le film a été je crois tourné à Los Angeles, elle s'est dit bah peut-être qu'il y a beaucoup de chouettes blanches dans le coin et que c'est normal que j'en vois beaucoup. Jusqu'à ce qu'elle en parle avec des membres du staff et que les mecs ils disent bah non c'est chelou un peu. Et là elle s'est dit bizarre. Il faut savoir aussi que par souci d'authenticité, ils ont contacté Pat Devine, qui est une véritable sorcière Wicca, et qui avait une certaine importance, il me semble d'ailleurs, pour qu'elle puisse surveiller les rituels, pour qu'elle puisse voilà, superviser tout ça, et dire que c'est bien comme il faut, c'est les vrais rituels. Du coup, la scène à la plage, ça a été très intéressant à tourner. Parce que, en fait, quand ils sont arrivés, Pat Devine est allé voir Andrew Fleming et elle lui a dit « Mec, c'est un peu chaud là ce que tu fais, parce qu'en fait, dans la sorcellerie, la plage, c'est un endroit particulièrement important. C'est-à-dire que à la plage, il y a la mer, la terre et l'air. Du coup, quand tu rajoutes le feu, il y a tous les éléments, et du coup, ça fait un endroit particulièrement puissant. Ce à quoi Andrew Fleming a répondu « Cependant !» Alors, mais moi j'ai un film à tourner, donc je m'en bats un peu les reins. Et il allait tourner sa scène. Et alors, bien évidemment, quand on parle d'un film sur des sorcières, quand on dit que les rituels ont fonctionné, ça apporte forcément un peu de côté folklorique, hein, ça attire forcément un peu les gens. Mais du coup, ils expliquaient que pendant qu'ils ont tourné la scène, donc ils avaient contacté un monsieur qui était là pour dire c'est bon, là on est à marée basse, on a tant de temps, et puis on peut tourner la scène, et ensuite on plie les gaules et on s'en va. Donc, ils sont arrivés, ils ont attendu marée basse, ils ont mis leur décor, et ils ont commencé à tourner, et à partir du moment où les filles ont commencé à faire les chants rituels, et ben les vagues, elles ont commencé à un peu s'énerver. À un point tel que, finalement, il y a une vague qui a été tellement puissante qu'elle en fait, elle a détruit le décor, et elle a emporté une caméra qu'ils ont sauvée au dernier moment, hein, parce qu'elle a failli partir avec la flotte à la mer. Et voilà, ils ont été un peu perturbés, ils ont été un peu surpris par ça, pendant qu'il y avait dans le fond une sorcière qui faisait « Je vous l'avais dit !»
D'ailleurs, dans une interview, Andrew Fleming disait que sur le plan vu du dessus, on voit les vagues qui sont juste derrière les filles, et bah c'était pas censé être comme ça. Les vagues étaient censées être plus loin. Encore une, Skeet Ulrich qui joue Chris dans le film, qui est un personnage dont Bonnie est amoureuse. Et bah Bonnie, elle est jouée par Neve Campbell, qui dans Scream, qui sort un petit peu plus tard en 1996, réalisé par Wes Craven, sort avec un personnage joué par Skeet Ulrich. C'est drôle. C'est rigolo? Non? Ok. I'm so sorry, please understand. Understand what? The Craft sera donc un film avec un très gros succès et sur le long terme deviendra un film culte, ce qui fait que, évidemment, dans les années qui suivent, les gens vont s'inspirer de ce film, et notamment pour faire une série que vous connaissez très bien. Charme, d'une série de 1998 où on suit Piper, Prue et Phoebe Halliwell, les trois sœurs Halliwell, qui vivent dans leur manoir, le manoir familial à San Francisco. Alors on les suit en train d'affronter des fantômes, des démons, des trucs comme ça, des histoires de sorcières et tout. Il y a 179 épisodes, ou 178, je sais plus. Tout n'est pas forcément bon. Mais dans l'ensemble, c'était quand même la trilogie du samedi soir sur M6, et ça c'était cool. Le générique était incroyable, avec une chanson qu'on traite actuellement qui est trop cool, et voilà, c'était quand même super cool. Un générique du coup qui coupe la chanson, vous en êtes probablement rendu compte. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors, deux explications. Premièrement, celle que moi j'ai fait, celle que j'ai trouvée moi-même, parce qu'en fait, il n'y a personne qui se pose la question, c'est tout simplement que, une question de rythme. C'est-à-dire que si on garde la construction normale de la chanson, on se rend compte que c'est pas une chanson si intense que ça en fait au début. Alors que si on coupe comme c'est coupé dans le générique, on garde une intensité tout du long. Et en gardant cette intensité tout du long du générique, les gens, ils vont pas avoir envie de zapper, ils vont regarder ta série. C'est aussi simple que ça. La deuxième raison, c'est une raison que j'ai trouvée... Alors, j'ai trouvé ça sur un forum, les gens discutaient comme ça, et ils donnaient des hypothèses, des trucs comme ça. Et cette hypothèse, je la trouvais assez intéressante. C'était que, en coupant la chanson de cette manière, on peut faire passer ça... pour ça... qui du coup colle parfaitement au thème de la Wicca. Pas con. Pas con. Love Spit Love n'a pas changé le sens des paroles. Ils n'ont pas particulièrement changé en fait la chanson. En fait, leur travail a plus été de faire passer la chanson d'un style plutôt marqué rock anglais des années début 80, fin 70 à peu près, à donner des sonorités plus années 90, plus grunge, entre guillemets, parce que c'est pas exactement du grunge, mais on sent que ça s'en inspire un peu. Le chant reste finalement assez anglais dans le style, mais on a principalement alourdi, assombri les sonorités, ce qui correspond parfaitement à une chanson pour des adolescentes des années 90 finalement. Parce que effectivement, on est en 95 à ce moment-là,
Et on est juste après l'essor du grunge, donc de groupes comme Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, ou Pearl Jam, dont on a déjà parlé. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur Jeremy de Pearl Jam. Et on est aussi un peu avant l'essor des groupes de new metal des années 2000, type Evanescence, Linkin Park, Korn ou des trucs comme ça. Du coup, c'est une très bonne façon de gérer les sonorités de cette chanson, et puis bah, ça rend super cool, donc voilà. Le grunge, c'est trop bien, écoutez-en. On cherche à apporter plus d'intensité émotionnelle, notamment en apportant un peu plus de grain dans la façon de chanter, dans la voix, une voix presque éraillée, pour apporter des émotions, moins d'émotions contrôlées, comme dans la version d'origine des Smiths. Mais plus des émotions naturelles et brutes qui viennent du corps pour apporter ce côté adolescent finalement, et puis très, très pur dans les émotions. Ajouter ce renouveau des sonorités qui les rend plus accessibles à la jeunesse, en plus de mettre ça dans un film qui deviendra culte, et qui deviendra culte en partie en utilisant des musiques comme ça. On rajoute à cela le fait que c'est devenu le générique d'une série qui a cartonné dans le monde entier. Et ben effectivement, même si la chanson d'origine des Smiths était connue et très appréciée, la version de Love Spit Love est la version la plus connue en fait. C'est une chanson qui fera profondément partie de la culture pop un peu edgy des années 90, de ceux qui aimaient les histoires de sorcellerie, mais au final, un peu tout le monde. Évidemment, elle est dans ma playlist d'Halloween, et je l'écoute toujours personnellement avec énormément de plaisir. Et je vais même être parfaitement honnête, quand j'ai travaillé sur cette vidéo, j'ai écouté que 2 chansons tout du long, alors que j'ai travaillé longtemps sur cette vidéo. J'ai écouté How Soon Is Now de The Smiths, et How Soon Is Now de Love Spit Love. Alors j'avoue que j'avais pas forcément énormément de choses à dire sur la reprise, parce que en fait il n'y a pas grand chose à dire dans l'ensemble, c'est juste une reprise simple, il n'y a pas eu de concept particulier pour tout chambouler. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant de travailler dessus, et j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez savoir, sachez que Tattoo a aussi fait une reprise de cette chanson. Donc les filles de... on fait... Bref, moi je suis dans l'ambiance d'Halloween, évidemment. C'est une période que j'adore, c'est une période qui me donne envie de regarder The Craft ou Charmed. J'écoute plein de musique étrange et ça tombe bien parce que je vous en présente pas mal sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé, ou si au moins je vous ai diverti. Dites-moi quelle version vous préférez entre celle des Smiths et celle de Love Spit Love. Dites-moi aussi ce que vous pensez de The Craft, de Charmed, parce que bon, on prend pas forcément le temps toujours de parler de films comme ça. Ça fait plaisir de parler comme ça. Non? Moi j'aime bien, j'aime bien. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire.
à partager la vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et puis voilà. À bientôt, salut! Watch out for those weirdos. We are the weirdos, mister.